Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Le retour à la vie normale, une priorité absolue. Déclaration d'Emmanuel Macron à son arrivée aux Antilles. Le chef de l'État qui a répondu aux critiques sur la gestion du passage de l'ouragan Irma, qui a fait 11 morts et plusieurs blessés selon un nouveau bilan. Vous l'entendrez dans un instant. En métropole, la manifestation contre les ordonnances réformant le code du travail. Premier test pour l'exécutif, mais aussi pour les syndicats et la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, alors que les jeunes pourraient à leur tour se mobiliser contre les réformes du gouvernement. Analyse et débat à suivre. Suite de notre série consacrée à la campagne des sénatoriales vues du terrain. Aujourd'hui, on s'intéresse à la droite parisienne. Elle part en ordre dispersé dans ce scrutin, avec pas moins de 4 listes. Reportage dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir sur Twitter à tous nos débats avec le hashtag Sénat 360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Rojek en direct de la salle des conférences du Sénat et Quentin Calmet en direct des manifestations à Paris. Le multiplex, c'est tout de suite. Je vous le disais, en titre, Emmanuel Macron est arrivé en Guadeloupe avant de se rendre à Saint-Martin où il participera dans la soirée à une patrouille avec les forces de l'ordre déployées sur cette île ravagée par l'ouragan Irma. Le chef de l'État promet une reconstruction rapide et appelle à l'union nationale. On l'écoute. Je suis là pour parler de reconstruction. Parce que le temps qui s'ouvre n'est pas seulement celui d'un retour à la vie normale. Après ce qui s'est passé, la vie n'est jamais totalement normale. Et donc, c'est reconstruire un avenir nouveau pour Saint-Martin. C'est cela ce que nous venons faire. Un délégué interministériel à la reconstruction a été nommé hier, il m'accompagne, c'est M. Gustin, et je l'en remercie. Il restera, après mon départ sur l'île, il aura à coordonner l'ensemble des forces en présence pour évidemment accélérer le retour de tous les réseaux, eau, électricité, téléphonie, numérique, pour permettre avec l'ensemble des forces vives économiques de l'île, de la région, de notre pays, d'accélérer la reconstruction des bâtiments de vie comme des bâtiments publics, et de reconstruire les infrastructures de transport indispensables. Ce travail, il le conduira avec une volonté, construire avec toutes les femmes et les hommes de Saint-Martin leur avenir. Et je vous le dis personnellement, il aura tout mon soutien, et je bousculerai toutes les normes et toutes les procédures pour que le travail qui est le sien se fasse dans les meilleurs délais et réponde aux exigences légitimes de la population. L'ouragan Irma qui a fait 11 morts, plusieurs blessés et disparus selon le chef de l'État. La reconstruction s'annonce donc longue et difficile. Le montant des dégâts est évalué à plus d'1 milliard d'euros. Pauline Dame. Il était attendu de pied ferme. 5h45 heure locale. Emmanuel Macron vient d'arriver à l'aéroport de Pointe-à-Pitre. Il est accueilli par la délégation guadeloupéenne. À ses côtés, les ministres de l'Éducation et de la Santé, Jean-Michel Blanquer et Agnès Buzyn. Le chef de l'État venu afficher le soutien de la communauté nationale. Emmanuel Macron n'est pas venu les mains vides. À bord de l'avion présidentiel, 12 tonnes de matériel, de la nourriture, des médicaments et une vingtaine d'experts en assurance, urbanisme, architecture. Premier point de situation avec les autorités locales. Objectif, gérer l'urgence et commencer au plus vite le travail de reconstruction. Les populations ont pu être mises à l'abri. Face aux journalistes, le chef de l'État a souhaité exprimer un message de solidarité et présenter des mesures concrètes pour un retour au plus vite à la vie normale. Nous allons accélérer et coordonner le déblaiement des rues, le déblaiement des maisons, le retour justement aux accès minimums aux infrastructures et la distribution d'alimentation et d'eau. Après un vol de reconnaissance au-dessus de Saint-Martin, le président de la République a prévu de s'entretenir avec les forces opérationnelles. Emmanuel Macron doit rencontrer cet après-midi pour la première fois les sinistrés de l'ouragan et répondre aux critiques et aux doléances de ces populations privées encore de moyens de communication, d'eau potable et d'électricité. Il se rendra dans la soirée sur l'île de Saint-Barthélemy. C'est l'autre grand titre de l'actualité aujourd'hui, la mobilisation contre les ordonnances qui doivent réformer le code du travail. Une manifestation a lieu en ce moment même à Paris et un peu partout en France à l'appel des syndicats CGT et Solidaires. On va d'ailleurs retrouver en direct du cortège parisien Quentin Calmet. Bonjour Quentin, alors c'est un pari pour les syndicats, un pari réussi ?
Eh bien, de l'aveu même des participants, effectivement, cette journée de mobilisation ici fait figure de test. La CGT espère mobiliser dans 180 lieux partout en France, dès ce matin à Marseille, à Reims, au Havre ou encore à Saint-Nazaire, avec un mot d'ordre ici dans le cortège. Il n'est pas trop tard et comme pour la mobilisation contre le CPE, eh bien, les mouvements sociaux pourraient faire reculer l'exécutif. Je vous propose d'écouter à ce sujet Philippe Martinez, le secrétaire national de la CGT, que nous avons interrogé un peu plus tôt. Il se réjouit d'avoir pu compter 100 000 manifestants dès ce matin dans les mouvements partout en France. Je ne suis pas un très bon pronostiqueur. C'est la première journée, c'est une très bonne journée. Les premiers chiffres qu'on a de la matinée, c'est qu'on a déjà dépassé les 100 000 manifestants. Il y a des milliers de grèves, de dépôts de préavis de grève qui ont été posés. Donc il y a beaucoup d'actions dans les entreprises. Voilà, c'est la première journée. Vous savez qu'il y en a déjà une deuxième de prévue. Quand on a été invité à la concertation, on est venu avec un projet. Et le sens de notre démarche, c'est de dire oui, il faut réformer le droit du travail, mais pour renforcer les droits. La finalité, c'est qu'on sort avec des ordonnances qui cassent le droit du travail, qui renforcent le pouvoir des entreprises. Donc il y a de la marge. Vous savez, notre code du travail, nous, il est prêt, et nos propositions, elles sont prêtes, et elles sont toujours d'actualité. Avec parmi les slogans que l'on a pu lire ici sur les pancartes, des mots comme non au CDI jetable, une dénonciation des CDI de chantier, mais plus globalement une dénonciation, Delphine, de la précarisation qui serait au cœur de la philosophie de ces ordonnances selon les syndicats. Des syndicats qui jouent gros un an après l'échec de la mobilisation contre la loi travail menée par Myriam El Khomri. Ces syndicats qui avancent en front dispersé, la CGT et FSU Solidaire et l'UNEF qui sont bien présents aujourd'hui. Quand FO, la CFDT ou la CFE CGC, eh bien eux, ils n'ont pas appelé à se mobiliser aujourd'hui, même si on a pu voir des slogans et des pancartes de force ouvrière. Avec une autre question majeure, quel message politique, quel relais politique à cette manifestation? On a pu voir des parlementaires PCF réunis autour de Pierre Laurent ou encore des parlementaires de la France insoumise comme Clémentine Autain ou encore Benoît Hamon, le candidat du Parti socialiste à l'élection présidentielle, qui est venu saluer Philippe Martinez en début de cortège. C'est tous ces paramètres qu'il va falloir prendre en compte pour évaluer la mobilisation de ce mouvement social avant une autre journée de mobilisation le 21 septembre à la veille de la présentation des ordonnances en Conseil des ministres. Merci beaucoup Quentin et on vous retrouvera tout au long de cette édition. Alors vous le disiez, c'est donc la première étape de la mobilisation contre la réforme du Code du travail. Elle sera présentée en Conseil des ministres le 22 septembre. 5 ordonnances qui changent tout pour les salariés. Jordan Klein. Pour cette journée de manifestation, les points de crispation sont nombreux. Entre autres, la modification du barème des indemnités prud'homales. Cette mesure fixe les montants en cas de licenciement abusif. Le minimum, 1 mois de salaire en dessous d'1 an d'ancienneté et le maximum, 20 mois de revenus au-delà de 28 ans dans la même entreprise. Autre sujet de préoccupation, en cas de renvoi, un salarié ne bénéficiera que d'1 an pour recourir au prud'homme contre 2 aujourd'hui. D'ici 2020, les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène devraient fusionner dans une seule et unique entité. Les syndicats n'y sont pas forcément opposés, mais craignent une baisse des moyens. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l'employeur pourra discuter directement avec un élu du personnel sans passer par un syndicat. Si moins de 20 employés, le référendum d'entreprise pourra être utilisé sur tous les sujets. Dans la continuité de la loi travail version El Khomri, le rôle de l'accord d'entreprise sera réévalué pour de nombreux sujets, comme la prime d'ancienneté ou le 13e mois. Les syndicats dénoncent une inversion de la hiérarchie des normes. Cette mesure devrait rentrer en vigueur dès la fin septembre. Et au-delà de la réforme du Code du travail, la contestation vise d'autres mesures. La baisse des APL en fait notamment partie, ou pour la fonction publique, le gel du point d'indice ou le rétablissement du jour de carence. Mickaël Zamès nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Mickaël, journaliste politique pour Public Sénat. On va voir avec vous les conséquences justement pour l'exécutif de ce premier bras de fer, mais aussi un premier bras de fer pour l'exécutif Emmanuel Macron, mais aussi pour les syndicats. Oui, bien sûr, c'est le premier test qui est attendu aujourd'hui pour le président de la République. Le président de la République, il est loin aujourd'hui, il est en Guadeloupe et c'est vrai qu'il a appelé à l'unité nationale parce qu'il a affaire...
sa première épreuve humaine, on va l'appeler comme cela. C'est un drame humain, bien évidemment. C'est un premier grand test aussi pour lui. Il ne doit pas rater cette épreuve-là, comme il ne doit regarder attentivement ce qui se passe dans la rue aujourd'hui, partout en France. Loin des manifestations et peut-être aussi déjà abouti sur d'autres initiatives. Lui qui a pourtant dit que les Français n'aimaient pas la réforme. Au gouvernement, on considère que ce test social a déjà eu lieu. Avec les négociations, avec les concertations, le rapport de force, finalement, ne serait plus dans la rue. En tout cas, c'est ce qu'on dit au gouvernement. On va dire qu'ils ne prennent pas la mobilisation par-dessus la jambe. On n'en est pas là, bien évidemment, mais qu'il y a un léger soupçon d'arrogance, quand même, de la part de ce gouvernement qui se dit qu'il s'est déjà passé à autre chose, vu que les négociations ont déjà eu lieu. Alors, a priori, les manifestations ne feront pas basculer la vie des ordonnances. A priori, on n'en est pas là, même s'il y a encore quelque chose qui doit se passer à l'Assemblée nationale et qui doit être voté en première et en deuxième lecture à l'Assemblée, puis après au Sénat. Mais elles vont donner le ton de cet automne social que l'on attend. À l'Élysée, on veut tout de même éviter ce que l'on appelle le scénario noir. Le scénario noir, Delphine, il a 4 points. Le premier, c'est la mobilisation. Le 9 mars 2016, premier jour de la manifestation contre le projet de loi El Khomri. 200 000 personnes dans les rues. On va donc regarder très attentivement ce que ça donne ce soir. Un chiffre en baisse serait évidemment un bon signal entendu à l'Élysée. Deuxièmement, il faut éviter la contagion. Alors la contagion, c'est les déclarations, les fainéants par exemple, les annonces économiques en tout genre qui ont été faites pendant tout l'été et on s'en rappelle. Et on a l'impression même que pour Emmanuel Macron, s'il voulait élargir la contagion sociale, eh bien, il ne s'y prendrait pas autrement. La vraie crainte à l'Élysée, à Matignon, partout, ce sont les étudiants, les lycéens. Est-ce que ça va agréger? Est-ce qu'ils vont agréger le cortège des manifestations? Les APL, notamment, qui ont été largement commentés là, sont des facteurs qui pourraient évidemment donner aux étudiants l'envie de descendre dans la rue. Et puis on surveille de près ce qui va se passer à l'Assemblée nationale. Comment vont revenir les députés après cet été et ces différentes annonces? Est-ce qu'il y aura toujours autant de motivation? Conclusion de tout cela, quelle sera la capacité prochaine de réformer de la part du gouvernement, alors que s'annoncent les concertations sur notamment la formation professionnelle, sur les retraites. On va donner un début de réponse ce soir avec notamment ce taux de mobilisation. Merci pour votre analyse, Mickaël. Et on va d'ailleurs retourner dans le cortège parisien. On retrouve notre journaliste Quentin Calmet. À vos côtés, Quentin, le sénateur communiste de Paris, Pierre Laurent, c'est à vous. Pierre Laurent, secrétaire national du PCF, sénateur de Paris. Quel est le mot d'ordre aujourd'hui pour cette journée de mobilisation? Est-ce qu'il n'est pas trop tard avec le processus des ordonnances qui ont déjà été examinées au Parlement cet été? Non mais pourquoi trop tard? Au contraire, ça ne fait que commencer aujourd'hui. Cette première journée de mobilisation s'annonce très forte. Les chiffres qui nous viennent de province ce matin le sont. Il y a donc une journée qui annonce des suites. Et nous sommes au début de ce mouvement contre les ordonnances. Et nous allons tout faire pour déployer ce mouvement, pour l'encourager, pour lui donner de la force et des arguments. Ce qui a changé en quelques jours, je crois, c'est que les gens prennent le temps de regarder ce qu'il y a dans les ordonnances, ce que ça va changer pour eux. Et là, tout le monde s'aperçoit des dangers immenses qui visent l'essentiel du monde salarial. Donc le climat est en train de changer très vite dans le pays. Et je pense que cette première journée nous annonce des suites fortes. Est-ce que vous pariez comme pour le CPE sur le fait de pouvoir empêcher le processus de ratification des ordonnances d'aller jusqu'au bout? Bien sûr, on sait que la ratification parlementaire des ordonnances n'interviendra que dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il faudra aussi des décrets d'application. Donc nous entrons dans une bataille qui est une bataille longue. Ça n'est pas une affaire de 8 jours. Donc il va falloir organiser la montée en puissance de ce mouvement. Aujourd'hui, il y a la première journée de mobilisation syndicale. Nous allons mettre à la disposition de toutes les forces engagées dans ce mouvement la fête de l'humanité dans quelques jours. Il y aura d'autres rendez-vous dans les semaines à venir. Donc c'est un mouvement qui est appelé à monter en puissance et nous allons y contribuer. Est-ce que vous regrettez la multiplication des dates de la mobilisation, que ce soit aujourd'hui avec cet appel de la CGT, un autre appel le 21 et qui ne sera pas le même que celui du 23 avec la France Insoumise? Ça donne l'impression d'un front qui est comme ça divisé sur cette mobilisation. Non mais les organisations syndicales, et c'est bien normal puisqu'il s'agit du code du travail, il s'agit des relations sociales dans l'entreprise, sont les premiers au front. Et je pense que notre responsabilité est d'encourager ces mobilisations sociales et syndicales et tous les rendez-vous que fixeront les syndicats, nous devrons répondre présents. Après, que telle ou telle organisation politique prenne son initiative,
c'est parfaitement légitime. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on contribue dans chacune de ces occasions à la convergence maximum. Nous savons que pour gagner une bataille de cette ampleur, il faut de l'unité, il faut de la convergence. Nous allons essayer de mettre toutes nos forces au service de cette convergence. C'est ça qui compte. Et après, tout le reste, que chacun prenne ses initiatives s'il le souhaite, mais que chacun ait ce souci de l'unité et de la convergence. Merci beaucoup Pierre Laurent, secrétaire national du PCF et sénateur de Paris. Merci à vous Quentin. On continue le tour d'horizon des réactions politiques à cette mobilisation contre les ordonnances qui doivent réformer le Code du travail. Direction à présent la salle des conférences où nous attend Saveria Rojek avec le sénateur non inscrit de l'Aube, Philippe Adnot. C'est à vous. Bonjour Philippe Adnot. Bonjour. Grande journée donc de mobilisation aujourd'hui contre la réforme du Code du travail. Selon vous, est-ce que l'opposition peut encore se durcir et surtout les mécontentements se cristalliser contre cette réforme? L'opposition va sûrement se durcir. Ce serait étonnant qu'elle ne le fasse pas. Je pense que c'est un texte important. C'est un texte qui remet en cause beaucoup de choses. Et donc il est tout à fait normal qu'il y ait des réactions. Après ça, quelle est l'ampleur que ça va prendre ou quelle est la justification que ça puisse se durcir? Ça, c'est des jugements d'ordre personnel. Comment j'allais dire, on a beaucoup essayé de choses sur le marché du travail. On a constaté que ça n'a pas marché puisqu'il y a du chômage. Donc il faut faire autre chose. Donc nécessairement, autre chose dérange. Moi, je ne suis pas en marche, mais je prétends que notre devoir est de regarder chacune des suggestions avec assez d'objectivité et de lucidité pour se dire qu'est-ce qui mérite d'être soutenu ou pas. Sur ce sujet-là, dans l'attente des précisions, des vrais textes qu'on va avoir et des vraies mesures qui vont être prises, personnellement, je pense que même si c'est difficile, même si ça provoque des réactions, il est nécessaire de faire bouger les lignes. Mais vous n'avez pas l'impression que la mobilisation actuelle, la mobilisation aujourd'hui dans la rue arrive trop tard? On ne voit pas comment le gouvernement, à ce stade, va rouvrir les concertations ou même abandonner le projet. Elle ne pouvait pas vraiment arriver avant, parce qu'il fallait d'abord connaître exactement quelle était la portée des différentes mesures. Donc c'est normal qu'elle intervienne maintenant. Moi, je ne critique pas que la contestation existe. Chaque remise en cause justifie que les gens s'interrogent, se posent des questions. Après, jusqu'où ça peut aller, combien de temps ça peut durer, et quelle est la justification d'une réaction qui nierait toute nécessité de changement? C'est là qu'il faut s'interroger vraiment. Moi, je pense que le mouvement, sauf à ce que quelques, comment j'allais dire, péripéties maladroites accélère le processus, normalement, ça devrait avoir vocation à ne pas perdurer. Pourquoi les syndicats partent tellement divisés sur cette réforme? Parce qu'ils ont des analyses différentes sur le sujet et que c'est bien qu'ils aient des analyses différentes parce que ça veut au moins dire qu'ils ne sont pas seulement sur une ligne, le refus, mais qu'ils sont lucides sur le fait qu'il y a des choses qui doivent bouger. Alors, réforme du logement annoncée hier, le plan pour les PME également annoncé par Édouard Philippe hier, la réforme de la PMA annoncée ce matin. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est une stratégie de l'exécutif de multiplier justement ces annonces pour désamorcer la contestation dans la rue contre cette réforme du Code du travail? Je ne suis pas sûr que l'accumulation des Autrement annonces... dit, est-ce qu'on noie le poisson? Je ne suis pas sûr que... Alors on peut dire l'accumulation noie le poisson, ou on peut dire que l'accumulation n'est peut-être pas nécessairement la bonne stratégie, parce qu'à un moment donné, il faut aussi choisir ses objectifs et y consacrer suffisamment de force pour que ça puisse bien se passer. Donc moi, je n'ai pas entendu ce qui s'est dit ce matin, parce que, les manifestations m'ont privé du premier train que je devais prendre, et deux, j'avais ici une conférence de presse sur la valorisation de la recherche, etc. Donc je ne suis pas compétent pour répondre sur tous les sujets que vous venez d'évoquer. Non, mais selon vous, néanmoins, vous avez le sentiment que la colère dans la rue, que la grogne des élus locaux, que tous ces mécontentements de part et d'autre peuvent s'agréger contre le gouvernement? La grogne des élus locaux, elle n'a pas vocation à se traduire dans la rue.
les élus locaux sont des gens raisonnables qui vont peut-être éventuellement dire dans les élections sénatoriales ce qu'ils pensent du sujet. Mais dans la rue, on va voir. Moi, je ne sens pas nécessairement la population très mobilisée sur les thématiques de ceux qui veulent les mettre dans la rue. Par contre, 2 ou 3 propos peut-être pas très adroits, comme celui sur les fainéants, peuvent mettre beaucoup de monde dans la rue. Parfois, mettre les gens dans la rue, ça peut être une petite chose. Les petites choses peuvent faire des grands effets. Très bien. Merci beaucoup. Merci Philippe Adneau d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et on va tout de suite ouvrir notre premier débat consacré à cette première mobilisation. Le débat, c'est tout de suite. Et je vous présente mes invités que j'ai le plaisir d'accueillir. Leïla Chaibi, bonjour. Vous êtes une des porte-parole de la France Insoumise. Merci d'être avec nous. Également sur ce plateau, Jean-Marc Gabouty, bonjour. Vous êtes sénateur UDI-UC de la Haute-Vienne, membre de la Commission des Affaires sociales du Sénat. Merci d'être avec nous. Éric Benel est également sur ce plateau. Bonjour, porte-parole de l'Union syndicale solidaire. Merci d'être avec nous. Jean-Michel Potier est également sur ce plateau. Bonjour, vice-président national de la CPME, c'est la Confédération des petites et moyennes entreprises. Et enfin, Marnix Dressen, bonjour. Vous êtes professeur des universités, sociologue, spécialiste du travail, de l'emploi et des relations professionnelles. Première question pour vous, Éric Benel, puisqu'on voit cette annonce selon la CGT du premier chiffre, 60 000 manifestants. Est-ce que c'est une mobilisation un peu décevante selon vous ? 60 000 manifestants sur Paris. C'est ça qui importe de préciser. Là, on est en train de faire remonter les chiffres sur l'ensemble du territoire. Et non, ce n'est pas une mobilisation décevante parce que on parlait d'une mobilisation qui était construite dans la division avec très peu d'organisations qui y appelaient. Mais les chiffres qui nous remontent sont beaucoup plus importants que sur la première mobilisation contre la loi El Khomri. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que dans tous les cortèges, il y avait une vraie unité syndicale avec des équipes syndicales de la Force ouvrière, de la CFDT, de l'UNSA, de la CGC et bien entendu de Solidaire, de la CGT et de la FSU. Donc l'unité sur le terrain, elle était là et pour une première mobilisation de rentrée, pour un point de départ, c'est un excellent point de départ. Oui. Leïla Chaibi, quelle est votre analyse ? On sait que Jean-Luc Mélenchon aussi jouait gros aujourd'hui avant la manifestation qu'il appelle de ses voeux contre la loi travail. Ce sera le 23 septembre. Là, il a réussi son pari ? Là, c'est vrai que pour une première étape, c'est réussi et c'est prometteur pour la suite. Jean-Luc Mélenchon, lui, il était à Marseille. Il manifestait à Marseille. Il y avait une manifestation à Marseille. Il y avait donc 60 000 manifestants à Paris. Mais il y avait plein de villes en France où il y avait des manifs, des rassemblements. Et puis des petites villes comme par exemple Carcassonne où il y a 1000 personnes qui sont réunies à Carcassonne. Alors ça dit peut-être rien à pas mal de monde, mais c'est quand même c'est quelque chose d'énorme. Et en plus il y a eu tout ce monde-là alors qu'on est en semaine. Et se mobiliser un mardi après-midi en semaine, ça veut dire qu'on peut faire grève. Et donc ça veut dire que c'est prometteur aussi pour la suite, pour les prochaines étapes. Et dans les prochaines étapes, dans les prochaines dates, il y a effectivement le samedi 23. Ce sera un samedi, donc là il n'y aura pas le problème de se mettre en grève. Et puis c'est un jour de semaine. Donc il faut s'attendre à une mobilisation qui va grossir. Ouais. Jean-Marc Gabouty, quel regard portez-vous sur cette première journée de mobilisation ? Est-ce que c'est parce que finalement ces ordonnances ouvrent peu de nouveaux droits pour les salariés ? Écoutez, c'est normal, il y a des craintes par rapport à toute réforme. Ça, c'est la difficulté qu'a bien pris en compte le président de la République, de la difficulté à réformer la France. Moi, ce que je vois au niveau de la méthode, c'est que ce qui existe au niveau des ordonnances a été annoncé par le président de la République dans son programme, qu'il a été largement élu, qu'on a retrouvé ce texte avec le cadre qui avait été défini, c'est-à-dire les ordonnances, et ensuite on a retrouvé le contenu qui a été annoncé. Donc il n'y a pas là-dessus de surprise. Ensuite, on pourra parler du fond, parce que je crois qu'en dehors de... Le but, c'est pas de faire de l'autosatisfaction d'un côté et de se satisfaire de manifestations de l'autre. Je crois qu'il y a des points de fond qu'on doit aborder, et certains qui n'ont pas été suffisamment peut-être explicités, parce qu'il y a aussi des avantages pour les salariés dans chacune des mesures, y compris dans celles qui peuvent apparaître comme plus défavorable à première lecture. Et pourtant, Jean-Michel Potier, on a le sentiment aujourd'hui que ce sont finalement les PME, les TPE qui sont les grandes gagnantes de cette réforme annoncée du Code du travail, pas vraiment les salariés. Vous comprenez qu'ils soient dans la rue aujourd'hui ? Écoutez, à partir du moment où vous posez comme principe que les PME sont gagnantes, les PME, elles sont constituées de chefs d'entreprise et de salariés. Et c'est l'ensemble
ce qui constitue la TPE ou la PME qui peut être gagnant, comme vous le dites, dans cette histoire. Je crois que ce qui est important, c'est que pour la première fois, on a pris des mesures spécifiques dans le Code du travail, adaptées à la réalité des TPE-PME, de nature à pouvoir sécuriser les relations de le travail, tant du côté du chef d'entreprise que des salariés, et je peux prendre plein d'exemples là-dessus, et puis capable aussi, susceptible de restaurer de la confiance. Et ça, c'est un feu vert très important qui doit s'allumer si on veut favoriser la création d'emplois. Marnix Dressen, aujourd'hui, on voit finalement, c'est peut-être pas la vraie révolution copernicienne que Emmanuel Macron aurait souhaité, ces ordonnances. C'est quand même un véritable chamboule-tout. Ça va énormément changer, selon vous, les relations, justement, entre salariés et patronat ? Je ne dirais pas que c'est un véritable chamboule-tout, je dirais plutôt que ça s'inscrit dans la continuité de réformes successives du marché du travail. Ça a commencé en fait au début des années 70 avec la création des entreprises de travail temporaire. Ça s'est poursuivi à la fin des années 70 avec la création du CDD et puis au milieu des années 80 avec une série de mesures qui, au nom de la défense de l'emploi, visaient à sortir de ce qui est appelé des rigidités du marché du travail. Or, ce qu'il faut constater, si on se place un peu d'un point de vue historique, c'est que ces réformes successives n'ont pas réduit le chômage et au contraire, ce sont deux courbes parallèles. Plus le travail est flexible, plus le chômage augmente. Et je veux dire, si on sort des a priori idéologiques et des idées toutes faites, c'est un constat, ça, qui est incontestable et qu'il faut faire. Et donc, peut-être, il faudrait envisager autre chose si vraiment l'objectif, c'est de réduire le chômage. Éric Bédel, c'est effectivement tout l'enjeu de ces réformes. Jusqu'à présent, il est difficile de savoir le nombre d'emplois que ces réformes du Code du travail vont créer. Écoutez, on peut regarder l'expérience du passé, puisque, comme le disait mon voisin, c'est loin d'être la première réforme qui va vers la flexibilité. Il y a eu l'an passé la loi El dit El Khomri. Il y a eu toutes les précédentes années tout un système de dérégulation du Code du travail, toujours de manière univoque dans le seul intérêt du patronat. Et on voit bien et on constate l'effet chiffré et précis. On a eu une augmentation extrêmement importante du chômage, matinée d'une augmentation de la pauvreté et de la précarité, parce que, y compris ceux qui ont des emplois extrêmement précarisés et sont des travailleurs pauvres. Donc on a eu d'un côté cette situation, et de l'autre côté, c'est étrange, une augmentation tout aussi importante des dividendes et des bénéfices du côté du patronat. Jean-Marc Gabouty, c'est vrai que jusqu'à présent, ces réformes qui vont permettre de faciliter les licenciements, on n'a pas forcément d'effet mécanique sur une réduction du nombre de chômeurs. La vision qui vient d'être donnée est souvent la vision de grands groupes, effectivement, au niveau des bénéfices, mais l'immense majorité des entreprises en France distribuent relativement peu de bénéfices. Un certain nombre de grands groupes, oui. Je pense qu'il faut être... Il faut être, si vous voulez, il faut avoir un langage de vérité, c'est-à-dire que directement, la modification du droit du travail, pas plus que le CICE, ne crée directement d'emploi. Enfin, je veux dire qu'il faut arrêter de dire que certains prétendent ça. Ça serait une grossière erreur. Par contre, il crée des conditions favorables au développement des entreprises, à l'attractivité et à l'envie de créer des entreprises. C'est l'environnement qui change. Et c'est ça qui nous permet de nous adapter à une compétition, qu'on le veuille ou non, avec tous les effets négatifs que ça peut avoir, qui est une compétition aujourd'hui mondiale. La précarité, bien sûr qu'il y a plus de précarité aujourd'hui chez les salariés, bien que je rappelle qu'en flux d'entrée, il y a beaucoup d'embauches en CDD et en intérim, mais qu'en stock, nous sommes à plus de 85% de salariés qui aujourd'hui sont sur des CDI. Pourquoi ? Parce qu'après les CDD, parfois, ça arrive quand même dans les entreprises, il y a des transformations en CDI. Donc cette précarité qui est dénoncée, qui aurait tendance peut-être à progresser sur la courte durée, c'est aussi la précarité qu'ont toutes les entreprises. Il y a des années, les entreprises pouvaient vivre, avoir des difficultés et survivre au bout de 3 ans. Là, vous avez des conditions de fonctionnement de l'économie qui font qu'en 6 mois, une entreprise peut disparaître. Donc, je veux dire que il y a un corollaire qui n'est pas propre aux salariés. C'est propre à l'économie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, qu'on le regrette ou non, mais c'est comme ça.
Leïla Chabi, est-ce que le Code du travail tel qu'il est aujourd'hui est adapté justement aux enjeux économiques à venir? Mais enfin, comme le monsieur vient de le dire, enfin, ça fait des années et des années qu'on nous dit il faut faciliter les licenciements pour faciliter les embauches. Comme disait l'autre, c'est comme si on disait qu'il faut faciliter les divorces pour développer le nombre de mariages. Enfin, ça marche pas comme ça. C'est comme quand on nous dit aussi il faut donner, il faut que le recrutement coûte moins cher que l'emploi coûte moins cher pour créer des emplois. Vous vous rappelez du badge 1 million d'emplois du MEDEF, ça a jamais marché. En fait, ce qui peut permettre de créer des emplois, c'est le développement de l'activité économique. Oui. Et c'est le fait que les entreprises aient un carnet de commandes rempli. Et pour ça, il faut remettre du souffle dans l'économie. Il faut que les gens aient envie d'acheter des produits, qu'ils puissent acheter ces produits. Il faut redonner du pouvoir d'achat aux gens. Et on voit clairement que la politique du gouvernement, au-delà du fait que ça sert les intérêts d'un petit groupe au détriment de la majorité, d'une minorité au détriment de la majorité, mais ça va dans le mur. Parce que qu'est-ce qu'il fait ce gouvernement? Donc il choisit de casser complètement le Code du travail, de plafonner les indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif. Donc quand vous avez des patrons voyous, on leur dit c'est pas grave, de toute façon vous avez une limite à la sanction, donc soyez voyous, vous pouvez anticiper ce que ça va vous coûter. Et d'un autre côté, on prend dans les poches des pauvres, on leur prend les 5 euros d'APL. Il y a une loi sur le logement qui se prépare avec un bail précaire. On va faire répondre Jean-Michel Potier, si vous voulez bien. Un ensemble de mesures juste catastrophiques pour la majorité de la population. Et économiquement, ça ne marche pas, c'est pas efficace. Jean-Michel Potier, aujourd'hui, c'est vrai que les chefs d'entreprise disent on n'embauche pas puisque c'est difficile de licencier quelqu'un. Est-ce que vous confirmez ce sentiment? On n'embauche pas parce qu'on a des chefs d'entreprise, notamment dans les petites entreprises, qui sont complètement tétanisés. Parce qu'ils ont vécu des expériences difficiles, douloureuses, qui leur ont parfois coûté, y compris l'entreprise elle-même, parce qu'aujourd'hui, les choses sont ainsi faites qu'on est dans un rapport de force inversé qui ne tient pas compte des réalités du milieu économique et des marchés dans lesquels ces entreprises fonctionnent. Moi, je voudrais dire que... Alors demain, avec cette loi, si elle est votée, il y aura des réformes, des lettres de licenciement pré-remplies. Ça, c'était quelque chose que vous souhaitiez? Écoutez, alors attendez, si on prend le cas du licenciement pour rentrer un petit peu dans le détail, bien, bon. Les mesures qui sont proposées commencent par une augmentation de l'indemnité de licenciement de 25%. Bon. Alors on nous dit c'est parce que c'est pour faciliter les licenciements. Alors je ne sais pas qui peut croire qu'en augmentant de 25% des indemnités de licenciement, qui sont déjà conséquentes, on va faciliter le licenciement dans les TPE-PME. L'idée que les patrons de TPE sont d'une incroyable cruauté et embauchent quelqu'un pour avoir le plaisir de le licencier 1 ou 2 ans après, c'est une idée complètement fausse. Quand on a embauché quelqu'un, qu'il a des compétences et qu'il participe à l'activité de l'entreprise et à sa bonne marche, qu'est-ce qu'on fait dans les petites entreprises? On essaye de conserver notre personnel. Donc on est vraiment dans une idée complètement fausse qui est éclairée que par des exemples. Et tout à l'heure, monsieur a commencé sur cette question-là des grandes entreprises, des grands dividendes, des grands patrons, etc. Et on est à 1000 lieues de ce qui fait notre économie et ce qui fait le tissu de notre économie et de nos emplois, c'est-à-dire les petites et les moyennes entreprises. Là, cette fois-ci, on va pouvoir dialoguer, on va pouvoir passer des accords. Passer des accords, c'est pourquoi? C'est pour justement permettre un fonctionnement harmonieux, sortir de la clandestinité dans laquelle on passe des accords tacites, ou d'ailleurs à la plus grande satisfaction du personnel, mais on n'a pas le droit de les mettre au plein jour parce qu'on n'a pas de cadre légal pour le faire. Donc je pense que ça permet de sécuriser les relations de travail, ça permet de fidéliser un personnel auquel on tient. Et je pense qu'on est à milieu de la caricature qu'on nous présente aujourd'hui. On pourra discuter avec uniquement un élu du personnel sans représentant syndical dans les petites entreprises. Écoutez, ça, c'est une bonne chose. On va ouvrir le robinet du dialogue social dans les TPE-PME. Sans les organisations syndicales. C'est-à-dire que jusqu'ici... On empêche de s'implanter dans les petites... Jusqu'ici, on l'avait fermé, ce robinet, et la conséquence, c'est qu'il y avait 4% des entreprises qui avaient des délégués syndicaux, donc il n'y avait pas de possibilité de dialogue social. Ici, on va ouvrir. Moi, je pense que c'est un magnifique appel d'air, l'ouverture du robinet du dialogue social dans les petites entreprises. C'est un magnifique appel d'air pour les organisations syndicales, à 2 conditions. Qu'elle ait un discours
qui correspondent à la réalité de ces salariés de ces petites entreprises, pas celui que vous tenez actuellement, et deuxièmement, qu'il y ait une offre de service, parce que quand un salarié d'une petite entreprise représentant du personnel se trouvera en difficulté, il ira tourner vers un syndicat. C'est tout à fait naturel, et on y est tout à fait prêt. Jean-Marc Gabouty, ensuite sur le sujet, juste un complément, après je me tairai, sur le plafonnement des indemnités. Je ne suis pas un inconditionnel de cette mesure parce que je pense que c'est une forme de... Ça correspond à une attente des chefs d'entreprise, mais c'est une forme de mutualisation qui peut permettre à certains salariés qui plaident et qui ne méritent peut-être pas grand-chose d'avoir quelque chose, et ceux qui mériteraient d'avoir beaucoup, d'avoir un peu moins. Donc vous voyez, une forme de mutualisation, c'est-à-dire on écrase un petit peu l'échelle des dommages et intérêts. Mais ces dommages et intérêts qui sont des dommages et intérêts au-delà des indemnités légales. Quand on majore de 25% les indemnités légales, la masse financière que représentent ces 25% va être beaucoup plus importante que je dirais, le système des dommages et intérêts qui est mis en place. Alors, on peut discuter l'équité et la justice en matière de justice, mais sur le plan financier, je trouve qu'il y a, pris individuellement non, mais pris collectivement, il y a un équilibre entre ces deux mesures en ce qui concerne les licenciements. Ouais. Voilà, je crois qu'ensuite, sur les accords entreprises, moi je vais vous donner simplement un exemple, et puis je me tairai au niveau parole. J'ai encore des responsabilités d'entreprise, j'étais chef d'entreprise, j'ai des délégués du personnel dans l'entreprise de moins de 50, je n'ai pas de délégués syndicaux, et pourtant ils sont syndiqués, puisqu'ils sont élus au premier tour des élections professionnelles. C'était dommage quand même au moins de ne pas pouvoir contractualiser avec des délégués du personnel. Bon, sous prétexte qu'ils ne seraient pas formés, ce sont des gens qui savent de quoi ils discutent à l'intérieur de l'entreprise. Ouais. Éric Benel, sur ce point, est-ce que vous redoutez que cette absence de syndicats va permettre au patronat d'avoir les coudées un peu plus franches, peut-être au sein des entreprises? C'est ce que vous dites? Oui, bien sûr, c'est une réalité. On le voit. Après, on a une tendance, et monsieur va dans cette tendance, à idéaliser un petit peu le patron des TPE ou des PME en le ramenant à une petitesse, le patron sympathique, etc. Je pense que la réalité des choses, elle est un petit peu différente. Alors, il existe ce patron sympathique, on en a rencontré, mais à côté de ça, il y a aussi une réalité qui est une réalité d'une concurrence extrêmement forte. Et ces patrons de petites entreprises, ils dépendent tout simplement, la plupart du temps, de grands groupes et des commandes de grands groupes. Combien sont soumis à la sous-traitance. Et quand je parlais de bénéfices réels qui allaient vers les grands groupes, cette loi, elle va permettre d'accroître le dumping social entre des petites entreprises, parce que la concurrence, elle ne va pas se faire à l'intérieur de ces petites entreprises, elle va se faire entre les mêmes petites entreprises, le même champ professionnel, dans le bâtiment par exemple, dans tout un tas de secteurs. Et ceux qui vont en pâtir, c'est à la fois les salariés et les patrons de ces petites entreprises, parce qu'ils vont être obligés de mener un dumping social féroce entre eux, de réduire systématiquement les droits de leurs salariés, les salaires de leurs salariés, d'augmenter le temps de travail des salariés, tout ça pour essayer de continuer à survivre. Et ce dumping social féroce, c'est vraiment le cœur de ces ordonnances. Parce que, sur la barémisation et le plafond des indemnités prud'hommes, on a bien compris que c'était une obsession de M. Macron, parce que ça fait quand même que la troisième fois qu'on nous remet ce couvert. Il y avait eu la loi Macron, après il avait essayé de la remettre dans la loi El Khomri, là il nous resserre ça. Je rappelle, comme le disait Léla tout à l'heure, on parle d'un plafond pour des indemnités suite à un licenciement abusif. Ou sans cause réelle. Oui, mais c'est abusif. Non, c'est un fait de droit. Non. C'est un fait de droit. Vous êtes en train de faire un mélange. Non, je ne fais pas un mélange. Si, complètement. Parce qu'il paraît qu'aujourd'hui, dans la législation, vous pouvez avoir un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un simple problème de forme. Ce qui ne sera plus possible si cette réforme va jusqu'à son terme. Il y aura des formulaires. Le formulaire. Un délai. C'est pour supposée bonne foi d'office du patron. C'est pour donner de la clarté. Il y a une loi, comme dans n'importe quel domaine. Là, on parle de code du travail, mais quand on parle de code de la route, il y a une loi, elle est faite pour être respectée. C'est normal qu'on soit sanctionné quand on ne respecte pas la loi. Oui, dans mais tous les domaines. Si on a des aides pour que la prise en compte soit la plus claire et soit clarifiée pour les deux parties, on ne peut pas dire que ce n'est pas un progrès. Moi, je pense que c'est un progrès. Je voudrais répondre à monsieur, parce qu'il y a quelque chose de très important qu'on oublie, qu'on passe sous silence. C'est que ces ordonnances rectifient un problème qu'on avait soulevé avec la loi travail et la loi El Khomri l'année dernière. À savoir
cette modification par ordonnance va apporter un renforcement du rôle de la branche professionnelle en tant que garante des conditions de concurrence pour éviter les distorsions de concurrence à l'intérieur des entreprises d'une même branche. Et là, il y a une liste de thèmes qui sont bloqués par la branche professionnelle. Il y aura des accords dans ces branches professionnelles qui seront passés majoritairement avec des représentants syndicaux, à moins qu'ils soient devenus fous et qu'ils signent n'importe quoi. On peut quand même compter sur eux pour faire en sorte que ces accords préservent les intérêts des salariés à l'intérieur d'une branche professionnelle. Et je pense que ça apporte beaucoup de sécurité. Nous, on l'a réclamé. On a obtenu, après pas mal de discussions... Il y a un certain nombre de thèmes qui ne sont pas repris. Juste, pardon, parce qu'on n'a pas beaucoup entendu Marnix Dreesen. Je voudrais vous entendre quand même sur ces nouveautés qui viennent d'être abordées, sur le fait d'instaurer peut-être plus de dialogue social. C'est ce que nous dit Jean-Michel Potier. On pourra dialoguer directement avec des élus du personnel sans passer par un syndicat. Ça, c'est un gros changement. Oui, c'est un changement. Ça risque évidemment de faire s'estomper le pouvoir des organisations syndicales. Et on sait que le face-à-face entre un employeur et ses salariés, s'il n'y a pas la médiation d'un syndicaliste expérimenté, qui a une connaissance du droit, une connaissance de l'histoire, etc., ça risque fort d'être la volonté patronale unilatérale. Ou bien le chantage à l'emploi, c'est le fameux exemple de Smart, où voilà, il faut que vous preniez l'exemple dans une grande entreprise. Ce que vous dites est théorique. Parce que si vous voulez, à plus de 50 salariés, vous aurez toujours l'obligation d'un délégué syndical. Ce qui est le cas actuellement. À moins de 50, aujourd'hui, il n'y a que 4% des entreprises qui ont des délégués syndicaux. Et on ne pouvait pas contractualiser avec des délégués du personnel. Donc, si vous voulez, ce que vous dites qui serait un risque qui peut exister, mais il est théorique, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de délégués syndicaux dans les entreprises de moins de 50. Donc, il y a quand même un risque d'institutionnalisation, de légalisation, de donner davantage d'autorité à la décision de l'employeur par rapport à la Aujourd'hui, ces accords, ils existent, mais ils n'ont aucune sécurité juridique. La situation actuelle n'est pas une situation idéale du tout. Il faut pas. Je ne pense pas qu'on puisse se situer par rapport à tous ces projets de flexibilisation du marché du travail en défendant bec et ongle l'existant. Je pense pas. L'existant est tout à fait insatisfaisant. D'ailleurs, le taux de chômage en France, qui est quand même un des plus forts d'Europe, il illustre cet échec. Donc, il ne s'agit pas de défendre l'existant. Il s'agit de montrer, de s'interroger sur ce que pourrait être une meilleure protection des salariés. Si vous voulez, moi, en tant que sociologue et en tant qu'historien, j'essaie de regarder ce qui s'est passé depuis le début du XXe siècle. Ce qu'on voit, c'est que de décennie en décennie, parfois presque d'année en année, les protections des salariés se sont améliorées dans ce pays. Ça, c'est très important. La philosophie générale Mais est-ce que la protection des salariés, elle est aujourd'hui remise en cause à travers ce que vous voyez dans ces ordonnances ? Pas forcément sur tous les aspects, mais globalement, la philosophie, c'est de dire qu'il faut retirer des protections aux salariés parce que ces protections nuiraient au plein emploi. On en est très loin. Donc voilà, si vous voulez, on change de philosophie. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, quand se crée le Code du travail à partir de 1910, etc., l'idée, c'est finalement, on a le droit de salarier des personnes, on a le droit de faire travailler autrui pour un employeur, mais il faut mettre des barrières aux abus patronaux. C'est tout à fait ça la philosophie du droit du travail. Aujourd'hui, on considère que ces barrières et ces protections qui bénéficient aux salariés sont des obstacles à l'emploi. Et donc, il y a un renversement total de philosophie. Enfin, total. Il y a un renversement de philosophie et de perspective. Et ça, c'est assez ennuyeux parce que, si vous voulez, l'idée, c'est nécessaire pour la protection de l'emploi. C'est nécessaire pour s'adapter au nouveau contexte économique mondial, etc. Or, ce contexte économique mondial, il est précisément créé par cette flexibilisation de la main-d'œuvre. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas une adaptation à une situation, c'est la création par des interactions sociales d'une situation qui, il faut bien le reconnaître, Jean-Marc Abouti sur cette inversion de la philosophie globale qui visait jusqu'à présent, ce que vient de dire Marnix Dreesen, à protéger les salariés. Que lui répondez-vous ? Ils ne seront plus protégés ? C'est vraiment une inversion de philosophie ? Non, ce n'est pas une inversion philosophique. Je crois que c'est un équilibre différent qui doit tenir compte des conditions dans lesquelles fonctionne notre économie et fonctionnent les entreprises. Moi, je veux bien qu'on protège au maximum les salariés, si on supprime effectivement les
les entreprises, donc les emplois, ça sera très bien. Mais je veux dire qu'il faut rester. Le but, c'est de effectivement créer de l'activité, créer des emplois. Et ensuite, je pense que les syndicats devraient aller dans une autre direction, en disant aujourd'hui, les fruits de la croissance et les fruits, je dirais, du travail, de la valeur ajoutée, ne sont pas convenablement répartis entre salariés et dirigeants et actionnaires. Et par exemple, dans les PME, alors je sais que la CPME n'est pas forcément d'accord là-dessus, moi je suis partisan d'étendre de manière obligatoire et non plus de manière optionnelle, parce qu'on dit, bon, il y a quand même 20% des entreprises, en gros, de plus de 10 salariés, qui ont des dispositifs d'intéressement, de participation ou de compte épargne, etc. Pour moi, on doit baisser de 50 à 20 cette obligation, parce que s'il y a de bons résultats, je trouve que les salariés n'en profitent pas suffisamment. Donc, vous voyez, c'est une autre. Profitent de moins en moins. C'est une autre approche en disant il y a des résultats, il faut mieux les partager. Mais il faut d'abord aller aux résultats. Et ce que vous dites n'est pas faux, c'est-à-dire qu'il faut aussi de la demande, mais il faut la demande, mais il faut aussi l'offre, parce que s'il n'y a que la demande, on va augmenter la consommation de produits importés. Ce qui ne va pas être très productif pour notre économie. Donc il faut qu'en face, on ait aussi des entreprises performantes pour résister à l'importation et pour exporter. Regardez une balance commerciale dans quel état elle est catastrophique. On arrive bientôt au terme de ce débat. Peut-être un mot avec vous, Leïla Chaibi. On voit aujourd'hui cette mobilisation. On sait qu'il y a encore un appel de Jean-Luc Mélenchon à manifester le 23 septembre. On a vu que le gouvernement n'était pas prêt de reculer. Jusqu'où va aller ce bras de fer, selon vous ? Jusqu'au retrait des ordonnances. Le gouvernement, il n'est pas prêt de reculer, évidemment. Le mouvement, il fait que démarrer. Et puis on a l'impression qu'il y a aussi là un peu une part de provoque de la part d'Emmanuel Macron. Et ces coups de com' qui l'ont beaucoup servi, ces coups de com', ça l'a beaucoup servi, ça l'a beaucoup aidé d'ailleurs à gagner la campagne présidentielle. C'est en train de se retourner contre lui. Quand il traite les Français, il essaie de diviser les Français en les traitant de cyniques, d'extrémistes et de feignants. On a l'impression que ça... C'était pas les Français. Non. C'était qui, justement? Bonne question. C'est ceux qui n'avaient pas le courage de faire certaines réformes. Voilà. Ce matin, on entend Christophe Castaner, en parlant des cheminots, qui traite à demi-mot les cheminots de chiens, en disant derrière chaque niche sociale, il y a un chien qui aboie. Enfin, je veux dire, c'est contre-productif, parce que plus il balance ces formules pleines de mépris à la tête des gens, plus, et on l'a entendu beaucoup cet après-midi, puis ces derniers jours, c'était, tiens, les feignants, ils vont lui montrer, et puis ça donne envie, ça donne encore plus la pêche pour continuer le mouvement. Et j'espère, et je pense que le 23, vraiment, vu le monde qu'il y avait cet après-midi, alors qu'on était dans une manif syndicale, un mardi après-midi, je pense que le samedi 23, à l'appel de la France Insoumise, mais le but c'est que ce soit débordé, que ce soit réapproprié, que chacun vienne avec ses drapeaux, ses mots d'ordre et ça s'accapare la manif, je pense qu'il y aura beaucoup de monde. Votre crainte c'est qu'ils finissent par faire du Mélenchon. On aura l'occasion. Votre crainte c'est qu'ils finissent par faire du Mélenchon. Jean-Marc Gabouty, on aura l'occasion d'en reparler sur ce plateau. Merci à tous les 5 d'être venus pour décrypter les enjeux de ces ordonnances. Et puis vous en parliez, Leïla Chaibi, face à la rue, Emmanuel Macron multiplie les annonces pour diluer la contestation et fractionner les fronts de mécontentement. Dans ce contexte, les derniers arbitrages budgétaires ont été rendus. Cécile Sixou. Récompenser ceux qui prennent des risques et mieux rémunérer ceux qui travaillent. Voilà la philosophie du budget 2018. Le gouvernement compte pour cela baisser la pression fiscale de 10 milliards d'euros en un an, sur les particuliers notamment en mettant fin aux cotisations maladie et chômage. Avec cette réforme, une personne au SMIC aura chaque année 250 euros supplémentaires dans son porte-monnaie et un salarié qui gagne 2 000 euros, 500 euros en plus par an. Autre mesure dans ce sens, la suppression de la taxe d'habitation. Bruno Le Maire compte également donner un coup de pouce aux entreprises en lançant un prélèvement forfaitaire unique de 30% sur les revenus du capital. Le PEL, par exemple, sera taxé à partir du 1er janvier 2018. L'assurance vie aussi, mais uniquement pour celles dont le montant par personne dépasse les 150 000 euros. Enfin, la création d'un nouvel impôt, l'IFI, impôt sur la fortune immobilière qui remplacera l'ISF, taxera les patrimoines immobiliers de plus de 1,3 million d'euros. Dernière mesure phare, la fiscalité du diesel sera alignée sur celle de l'essence. Le diesel augmentera de 2,6 centimes par litre et par an. Le budget sera présenté en Conseil des ministres le 27 septembre prochain.
Et autre annonce du gouvernement, l'ouverture de la PMA, c'est la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Elle sera proposée dans le cadre de la révision de la loi bioéthique en 2018. La PMA est aujourd'hui réservée aux couples hétérosexuels infertiles. On écoute Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes. Le comité d'éthique a émis un avis favorable. Le président de la République avait soumis cet engagement à l'avis du comité national d'éthique. L'avis est favorable, il n'y a rien qui nous empêche de rendre la PMA légale pour toutes les femmes. Et je vais vous dire, c'est une question de justice sociale. Parce qu'actuellement, on constate qu'il y a des femmes qui sont en France, qui ont les moyens d'aller à l'étranger faire une PMA, et des femmes qui sont en France, qui n'ont pas les moyens d'aller à l'étranger faire une PMA, et donc qui sont là, qui ne font rien, qui ne peuvent pas avoir un enfant, ou alors qui le font avec des méthodes artisanales qui mettent en danger leur sécurité, leur santé, qui ne sont pas souhaitables pour la société que nous voulons. Et je vous propose d'écouter la réaction de la sénatrice socialiste Hélène Conway-Mouret. Elle était au micro de Saveria Rojek, on l'écoute. Bonjour Hélène Conway-Mouret, vous êtes vice-présidente de la délégation aux droits des femmes. Marlène Schiappa a donc annoncé tout à l'heure que l'ouverture dès 2018 de la PMA à toutes les femmes, est-ce que c'est une bonne chose ? Je pense que c'est une très bonne nouvelle. C'est un élargissement d'un droit qui existe, d'une pratique aujourd'hui. Et après le mariage pour tous, eh bien, on peut imaginer qu'il y ait des couples homosexuels aujourd'hui qui ont envie de fonder une famille et qui, pour l'instant, n'ont pas droit à la PMA. Donc je pense que c'est une bonne chose. Moi, je le vois comme une égalité de droits et à la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances. Nous sommes très attentifs et attentives à la discrimination et pouvoir lutter et la dénoncer. Et donc, je pense que ça fait partie de cette lutte-là. Alors précisément, vous en parlez, Marlène Schiappa a parlé tout à l'heure d'une question de justice. Oui. Vous êtes donc d'accord, c'est une question de justice, d'égalité ? Oui, absolument. Je pense que ça fait partie de la justice sociale. C'est un pas. Il y a eu le mariage pour tous et maintenant c'est un nouveau pas, je pense, vers l'égalité des droits. Est-ce que c'est également une réponse pragmatique, j'allais dire, face au tourisme procréatif qui se développe dans nos pays voisins, en Belgique ou en Espagne par exemple ? Oui, alors la PMA existe justement dans 7 pays européens aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il est dommage que des femmes françaises soient obligées de partir à l'étranger et que demain, grâce à cette loi, enfin elle sera bien sûr votée puisqu'elle sera présentée, je crois, à l'automne 2018. C'est ce que la ministre en tout cas a annoncé. Si elle est votée, eh bien cela permettra en effet à toutes ces femmes qui ont envie d'avoir des enfants et de former une famille, eh bien de pouvoir le faire en France. Est-ce que vous pensez qu'il sera possible de conclure à un consensus sur cette question lors justement de la révision en 2018 des lois de bioéthique ? On pourra arriver à un consensus ? Écoutez, je l'espère parce que, sincèrement, toute la violence verbale ou la violence qui s'est exprimée dans la rue lors du débat sur le mariage pour tous, je pense a laissé des traces assez profondes, en tout cas dans les esprits, dans les nôtres, mais assez choquantes aussi dans ceux des pays voisins. En tout cas, j'ai souvent l'occasion de voyager et vraiment, il y avait une incompréhension quant à la violence qui était exprimée en France pour ce qui est de fait une ouverture des droits. Nous sommes après tout dans le pays des droits de l'homme et pourtant on continue à discriminer contre certaines minorités et je pense qu'aujourd'hui il faut le voir comme cela, simplement un pas supplémentaire. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à nos questions, merci. Merci à vous, Saveria. On revient à présent à la mobilisation contre la loi travail, une manifestation sans force ouvrière sur fond de division syndicale. On va tout de suite retrouver Quentin Calmet en direct du cortège parisien. Est-ce que cette division, Quentin, a affaibli la mobilisation ? Eh bien, au centre de cette mobilisation, il y a la question de force ouvrière et de la position de Jean-Claude Mailly. Il nous a été expliqué que eh bien, cette décision, elle ne plaît pas aux adhérents qui étaient présents aujourd'hui. Ils nous ont dit que eh bien, cette décision, eh bien, elle était mal vécue au sein des centrales et eh bien, qu'elle jetait le trouble. Jean-Claude Mailly, il dirige la Confédération FO, libre à chaque fédération ensuite de décider ou non de faire grève. Mais ce que l'on peut noter, c'est que les autres syndicats, ils ont fait presque mine d'ignorer cette décision de Jean-Claude Mailly. Je vous propose d'écouter Sophie Binet, elle est secrétaire générale adjointe de la CGT Cadre.
La CGT appelle à l'unité. Nous sommes disponibles pour toutes les initiatives unitaires pour permettre d'élargir le mouvement. Aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui marque déjà un premier élargissement important puisqu'il y a la moitié des unions départementales de Force ouvrière qui sont en manifestation aujourd'hui, de très nombreuses fédérations, de la CGC, de Force ouvrière, des syndicats de la CFDT qui sont là également, des syndicats de l'UNSA, l'ensemble des organisations de jeunesse ou des associations féministes. Il faut qu'on puisse franchir un nouveau cap dans les prochains jours et les prochaines semaines à venir. Et Delphine, c'est toute la question désormais, quelle mobilisation de la base militante et des adhérents des différents syndicats comme Force ouvrière. C'est là sans doute que se joue une des clés de la mobilisation de ces prochaines semaines. Merci beaucoup Quentin, en direct du cortège parisien. Et pour comprendre les enjeux de cette division syndicale, Jean-Marie Pernaut, chercheur à l'Institut de recherche économique et sociale, est notre invité. Il répond aux questions d'Oriane Mancini. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Jean-Marie Pernaut. Bonjour. On va revenir dans quelques instants sur cette position particulière de Force ouvrière, mais avant cela, vous étiez, vous, cet après-midi, dans le cortège parisien. Est-ce que c'était le même climat, la même ambiance que lors des manifestations contre la loi El Khomri? Oui, un peu de temps a passé, mais on a retrouvé des constantes. C'était assez bruyant, il y avait beaucoup de banderoles. Il y en a beaucoup, enfin, ça surgit depuis quelques années, des banderoles que les gens font le matin avant de venir, avec un message dessus, avec souvent beaucoup d'humour. Là, le thème des fainéants, d'ailleurs, avait eu beaucoup de succès sur les... Alors justement, un fainéant, ce terme employé par Emmanuel Macron à Athènes la semaine dernière, est-ce que ça a tendu les manifestants ? Non, je pense que ça a été pris beaucoup sur le ton humoristique, mais pas que. Il y a eu aussi... visiblement, ça a touché quelque chose. Hein. Bon, ça relève peut-être un peu de l'anecdote, je ne pense pas que ce soit ça qui explique l'ampleur de la mobilisation, mais bon, ça fait partie des données de l'ambiance actuelle. Les gens sont un peu à fleur de peau et sensibles à des remarques de ce genre, apparemment, ou en tout cas, c'est ainsi qu'ils l'ont compris. Et quel était l'état d'esprit des manifestants? Est-ce qu'ils espèrent réellement un retrait de ces ordonnances, alors que le gouvernement a dit qu'il ne céderait pas? Ou est-ce que c'est plutôt un moyen de faire pression sur le gouvernement, notamment pour les combats futurs? Bon, je pense que les croyances là sont assez multiples parmi ceux qui défilent. En tout cas, personne n'a le sentiment que demain matin, le président de la République va dire « Oh non, non ». Excusez-moi, je retire les ordonnances. Donc on est dans un processus. D'ailleurs, la CGT a déjà annoncé une prochaine journée. Il y en le 21 septembre. D'autres derrière. Donc je crois qu'ils semblent partis pour... Ils savent très bien que l'affaire ne fait que commencer. Je pense qu'ils espèrent... Sophie Binet de la CGT l'a évoqué. Un mouvement qui fasse un peu boule de neige, parce qu'après tout, on est début septembre. Donc, on peut espérer que les débats... ce qui me frappe, c'est le nombre des manifestants, qui n'est, en tout cas, là où j'étais sur Paris, est loin d'être dérisoire. Il y a eu 160 manifestations en France, c'est beaucoup, c'est plus d'une par département. Donc, ça veut dire qu'il y a un tissu de discussion. Alors après, on verra, il faut apprécier ces journées-là dans une série de manifestations. Ça, c'est la caractéristique des mouvements sociaux depuis quelques années. Ils s'inscrivent toujours dans une série. Et donc, il faut voir, est-ce que c'est un point de départ? Est-ce qu'aujourd'hui, déjà, il y a eu du monde? Est-ce que la prochaine fois, il y en aura plus? Selon la CGT, 24 000 selon la préfecture, à Paris. Oui. Après, on ne va pas rentrer dans ce débat. De toute façon, le chiffre national a un sens, pas uniquement la manifestation parisienne. Mais en tout cas, je pense, au vu des années précédentes, c'est tout de même une relative réussite syndicale. Et effectivement, pour l'instant, ça a un petit peu débordé les rangs de la CGT. Il y avait quand même d'autres... D'abord, la CGT elle-même aura révélé ce que tout le monde sait, c'est-à-dire qu'elle a conservé une certaine capacité de mobiliser ses sympathisants. Mais au-delà, il y avait pas mal de jeunes. C'est-à-dire, vous avez vu des représentants d'autres syndicats dont les leaders n'ont pas forcément appelé à manifester, Force ouvrière, la CFDT? Oui, la CGC également d'ailleurs, place de la Bastille, était assez sur les marches de l'Opéra, il y avait des banderoles CGC. Alors on sait la CGT très hostile à la loi travail, mais elle n'avait pas appelé à cette journée de manifestation. Peut-être on doit retrouver la même chose dans certaines villes de province. Donc il y a tout de même dans le fond des syndicats une certaine réticence, quelle que soit la position qui a été prise par les directions des confédérations. On a un mouvement qui dépasse tout de même la CGT. Alors Jean-Marie Pernaut, on va s'intéresser plus particulièrement à un syndicat, Force ouvrière, dont le leader Jean-Claude Mailly n'a pas appelé à manifester aujourd'hui aux côtés de la CGT. Comment vous analysez cette position de Jean-Claude Mailly? Alors, c'est compliqué, on n'a probablement pas toutes les clés. Ce qui est intéressant, c'est d'observer le débat interne à Force ouvrière là-dessus. Force ouvrière a suivi
au cours des 2 années précédentes, toutes les mobilisations à côté de la CGT. Ces mobilisations n'ont pas été un succès, on le sait, puisque le gouvernement n'a pas cédé, le gouvernement précédent n'avait pas cédé, et peut-être de sa part y a-t-il la prise en compte, enfin il le dit d'ailleurs, d'un certain échec de cette stratégie manifestante à répétition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ils se disent le combat de rue, les manifestations de rue, ça ne marche pas, c'est le dialogue avec le gouvernement la bonne stratégie, c'est ça? Je pense qu'il n'opposerait pas les deux, d'ailleurs il l'a évoqué dans son discours de rentrée à Marseille, il n'oppose pas les deux, mais il considère avoir fait son travail de syndicaliste en agissant dans la concertation au cours de ce fameux mois d'août, et sans doute là-dessus il ne sera pas mis en difficulté par ses propres militants. Simplement, le principe de se tenir en dehors de la mobilisation a pu heurter une organisation qui, pendant 18 mois, a eu à en découdre avec la loi El Khomri. Et c'est vrai que ça tranche son discours qui est de dire on a fait notre travail et puis maintenant on attend le texte des ordonnances pour aller devant les tribunaux, l'Europe, l'OIT, etc. Ça tranche avec l'attitude antérieure qui était dans la rue, il faut marquer des rapports de force pour obtenir le retrait ou au moins les amendements à ces ordonnances. Et du coup, est-ce que cette position de Jean-Claude Maillet a heurté, pour reprendre votre terme, la base de Force ouvrière? Est-ce qu'aujourd'hui, clairement, le leader de FO est coupé de sa base? Non, coupé de sa base, sûrement pas. D'ailleurs, au moment, l'année dernière, quand il avait fait ce choix d'être auprès de la CGT, il y avait eu aussi, ça a été peu évoqué, mais il y avait aussi une partie de sa base qui était en désaccord. Force ouvrière est une organisation extrêmement diverse. Elle l'a toujours été, c'est en partie ce qu'a fait sa force à certains moments, et donc, lorsque la direction prend une orientation, eh bien, elle suscite des oppositions internes, mais qui n'avaient pas été jusqu'à la dissidence ouverte. Alors que cette fois-ci, il y a une dissidence ouverte. Enfin, une dissidence, le terme est peut-être un peu fort, mais en tout cas, plus de la majorité des unions départementales ont appelé à l'action, 8 fédérations, ça fait beaucoup. C'est tout à fait dans la légalité de Force ouvrière, qui est une organisation très fédéraliste. Donc les organisations ont la liberté de le faire. C'est pour ça que le terme dissidence n'est pas parfaitement adéquat. Mais le fait que ça soit plus visible aujourd'hui que ce n'était le cas il y a quelques mois, est-ce que c'est dû au fait aussi que Jean-Claude Mailly, il y a un congrès Force ouvrière au mois d'avril et que Jean-Claude Mailly va passer la main. Donc aujourd'hui, peut-être que les militants se disent qu'ils sont plus libres de dire les choses et de faire les choses. Non, je ne pense pas. C'est pas dans la tradition de Force ouvrière est une tradition de libre discussion. Et effectivement, quand les gens pensent pas comme leur direction, ils le disent et ils font autrement. Ça, c'est vraiment, c'est une vieille histoire dans le syndicalisme français d'ailleurs, qui est l'histoire de tout ce courant, y compris de la CGT d'ailleurs, dont Force ouvrière, comme chacun sait, est issu. Mais je pense qu'il y a peut-être un autre facteur qui a joué dans la décision de Mailly, c'est que peut-être à son gré, les militants de FO ont été trop longtemps au contact de ceux de la CGT pendant cette loi El Khomri. Et on a vu se dessiner entre eux très souvent des rapprochements, des sympathies, parce que les syndicats, c'est fait aussi d'hommes et de femmes, donc des individus qui se côtoient. Et m'avait-on dit, lorsque les secrétaires d'union départementale ne s'aiment pas entre la CGT et FO, tout va bien, mais s'ils commencent à sympathiser, eh bien, il y a des problèmes d'identité. Parce que vous savez que Force ouvrière est issue d'une vieille scission, 1947, de la CGT, et qu'un fantôme hante les couloirs de Force ouvrière, c'est l'idée qu'elle puisse un jour revenir dans la vieille maison. Et ça, beaucoup de gens réagissent à ça, et du coup, peut-être il y a ce facteur-là aussi qui est, peut-être serait-il temps de se mettre un petit peu à distance de la CGT pour éviter ces processus qui, un jour, pourraient, sait-on jamais, conduire à un rapprochement des deux branches, des deux frères ennemis, au fond, de ce mouvement syndical. C'est ce qui pourrait expliquer que Jean-Claude Mailly remet Force ouvrière plus sur les rails du réformisme. On a l'impression qu'on est revenu au temps de Force ouvrière, du temps d'André Bergerot, le leader historique qui était le premier à dire qu'il fallait discuter. Voilà, réaffirmer cette idée, mais Mailly l'a assumé dans son discours de rentrée. Il faut être capable de mobiliser, nous l'avons fait, etc. Et aujourd'hui, nous voulons montrer que nous sommes partie prenante du dialogue et de l'influence. Le problème, c'est qu'il se retrouve du coup un petit peu en porte-à-faux parce que, d'une part, la loi El Khomri n'est pas abrogée par les ordonnances, donc il se retrouve devant les mêmes difficultés, plus, il le dit lui-même, il reste dans les ordonnances beaucoup d'aspects qui sont très contraires à l'orientation de Force ouvrière. L'autre ambiguïté, c'est qu'il se retrouve un peu dans la posture dans laquelle il avait critiqué Laurent Berger au moment de la loi El Khomri, c'est-à-dire on cherche à discuter, mais après on se dérobe à la nécessité de la mobilisation collective. Dernière question très rapidement, Jean-Marie Pernaut. Est-ce que selon vous, la position qu'a adoptée
écouté aujourd'hui Jean-Claude Mailly, ça sera la position de Force ouvrière à l'avenir, ou est-ce qu'il va redevenir plus contestataire peut-être pour les réformes à venir, notamment celle de l'assurance chômage? Écoutez, il y a un débat dans FO, on l'a vu, la commission exécutive a été un petit peu houleuse, ils ont un conseil confédéral national à la fin du mois, là où sont représentées toutes les fédérations, toutes les unions départementales. Il se peut qu'il y ait un recalage et qui sera facilité par le fait que Jean-Claude Mailly passe la main. Son successeur est désigné, il n'y a pas de tension interne sur cette question-là. Son successeur n'est pas connu pour être particulièrement accommodant. Il est plutôt tenant d'une ligne contestataire, qui n'écarte pas, c'est ça le grand souhait de Force ouvrière, c'est d'être à la fois contestataire et réformiste. Et donc, où va pencher le balancier? Est-ce que ça va revenir? Est-ce qu'au fil du débat qui s'ouvre sur les ordonnances, FO va se repositionner? Peut-être la journée d'aujourd'hui augure de ce mouvement de repositionnement, puisqu'il y avait une grande partie des adhérents Force ouvrière, enfin une partie significative, qui se trouvait dans la rue aujourd'hui aux côtés des autres. Merci beaucoup Jean-Marie Pernaut d'avoir répondu à nos questions. Merci Jean-Marie Pernaut. Merci à vous Oriane Mancini. Alors Emmanuel Macron doit-il craindre la mobilisation de la jeunesse contre la loi travail? Faut-il redouter une contagion à la veille de la rentrée universitaire? D'autres dossiers brûlants pourraient enflammer la jeunesse. Alors avant d'en parler avec mes invités, les explications de Fabien Recker et Clément Perrault. Pas encore rentré à l'université et déjà mobilisé, les étudiants sont venus se faire entendre dans le cortège. Ce qui est assez clair, c'est que l'attaque, elle est globale. Il y a évidemment la loi travail, et ça, c'est une attaque sans précédent sur les acquis sociaux qu'on a, mais il y a aussi des attaques sur la jeunesse. Il y a la suppression de 150 000 contrats aidés. On se bat aussi pour notre avenir, nos parents, nos enfants, nos petits-enfants. La grogne étudiante dépasse le seul cadre de la loi travail après une rentrée universitaire sous tension et quelques 3000 bacheliers qui n'ont toujours pas d'affectation. Évidemment, quand cette rentrée, il y a un nombre de sujets qui commencent à s'accumuler avec le gouvernement. Il y a cette loi-là, mais il y a aussi la question des inscriptions à l'université, la baisse des APL, les mauvaises conditions d'études. Donc ça fait un tas de sujets de mécontentement envers le gouvernement. Si les étudiants sont mobilisés, les lycéens aussi. Ce matin à Paris, quelques établissements bloqués, ici avec des poubelles devant l'entrée. Mais une mobilisation encore timide. Les terminales de l'année dernière étaient beaucoup plus investis et cette année, là, on bloque pour bloquer. On n'a pas fait d'AG, on n'a pas fait d'assemblée pour décider si on bloquait ou pas. Donc c'est des gens qui ont décidé de bloquer sans avertir personne. C'est de toute manière une mobilisation une semaine après la rentrée pour des lycéens. C'est difficile de prévoir combien on aura de personnes. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura quand même une mobilisation relativement satisfaisante. Un mouvement étudiant et lycéen surveillé de près par le gouvernement qui redoute particulièrement une jeunesse massivement dans la rue. Et on va tout de suite ouvrir le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Pauline Eurofast, bonsoir. Vous êtes vice-présidente de l'UNEF, c'est l'Union nationale des étudiants de France. Merci d'être avec nous. J'accueille également François Watin, bonsoir. Professeur de sociologie à l'Université Paris-Nanterre. Et Damien Adam, bonsoir. Vous êtes député La République En Marche de la Seine-Maritime. Première question pour vous, Pauline Eurofast. On a vu aujourd'hui 60 000 manifestants selon la CGT dans les rues de Paris. Est-ce que la jeunesse, est-ce que les étudiants étaient présents ? Oui, effectivement, il y avait un cortège de jeunes, notamment dans la manifestation de Paris. Et on est très satisfait qu'il y ait d'ores et déjà beaucoup de jeunes qui se mobilisent, alors même que la rentrée vient de commencer. Encore beaucoup d'étudiants n'ont pas repris les cours, donc c'est tout de même très positif. Ouais. Damien Adam, l'exécutif suit de près la mobilisation des jeunes. On sait qu'Emmanuel Macron a perdu 14 points chez les 18-24 ans ces derniers mois, selon un sondage IFOP pour le JDD. On suit évidemment la situation des manifestations et particulièrement ce que peuvent avoir à l'esprit les étudiants, parce qu'on sait qu'on a eu des annonces difficiles à leur faire, mais on a aussi des annonces positives qui ont été faites et qui vont continuer d'être faites durant les mois qui viennent. Donc effectivement, on regarde ça avec beaucoup d'attention et on travaille avec eux aussi dans le cadre d'un plan étudiant, par exemple, pour faire en sorte qu'on puisse, à la rentrée 2018, mettre fin à un certain nombre de choses qui posent problème. C'est le cas d'admission post-bac, c'est le cas de la sélection en université, également des politiques de logement. C'est 40 milliards d'euros qui sont dépensés par an dans les politiques de logement en France sans qu'il y ait une véritable efficacité. Donc effectivement, ça fait partie des sujets qui sont sur la table pour l'année prochaine. François Watin, c'est vrai qu'on parle parmi les motifs de mécontentement, ça vient d'être évoqué, il y a ce logiciel APB, la question de la présélection à la faculté. Est-ce que Emmanuel Macron s'y prend mal avec les jeunes, selon vous ? Écoutez, c'est une question difficile qui traîne depuis longtemps. Donc il faut voir effectivement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la question a été longtemps occultée et cette affaire de tirage au sort
a conduit effectivement à ce qu'on soit forcé de prendre la question à bras-le-corps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a réalisé qu'il y avait effectivement un certain nombre de bacheliers qui étaient dans une condition pour aller au terme d'études supérieures longues et qui se trouvaient rejetés alors que le système envoie sur les mêmes places des gens dont on sait que les probabilités d'obtenir leur licence sont extrêmement faibles, ça fait bien évidemment exploser la question, oui. Ça crée un climat de contestation chez les jeunes, de mécontentement et propice justement à la mobilisation aujourd'hui. Alors c'est plus compliqué que ça, parce que ce qu'il faut quand même comprendre, c'est qu'on a toujours tendance à penser que l'enseignement en France, l'enseignement supérieur en France, c'est l'université. C'est pas vrai. Aujourd'hui, dans les cursus LMD, c'est-à-dire licence-master, vous n'avez que 40% des étudiants en France. Donc, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, une large partie des étudiants rentrent dans des dispositifs sélectifs, publics ou privés, ou quand ils n'y sont pas rentrés, ont postulé pour des dispositifs sélectifs publics ou privés. Donc, l'idée, si vous voulez, qu'il y aurait un refus de principe à, passer par un dispositif sélectif, c'est contraire à l'observation, c'est-à-dire à une demande massive, à tort ou à raison, mais une demande massive en faveur de dispositifs sélectifs. Pauline Rofast, quand vous entendez François Watin, elle était nécessaire, cette réforme, justement, de ces questions de sélection à l'entrée de l'université ? C'est bien qu'effectivement, il y a un sujet qui soit ouvert sur la question, puisque effectivement là, on a des milliers de jeunes qui se retrouvent encore sans inscription à l'université. Alors, on nous dit 6 000 attendent toujours une place aujourd'hui. Oui, et les chiffres sont peut-être un peu plus importants au final quand on gratte un peu sous la surface. Mais là, on a actuellement des milliers de jeunes qui n'ont pas pu avoir d'inscription à l'université. On a des milliers de jeunes qui se retrouvent dans des filières qui ne leur conviennent pas, qui n'étaient absolument pas leur premier choix. Et cette situation, elle est inquiétante puisque l'université, même si ce n'est pas le choix de tous les étudiants, là n'est pas le sujet. En tout cas, l'université, elle doit rester accessible à tous les étudiants qui souhaitent poursuivre des études dans l'enseignement supérieur. Damien Adam, il y a ces motifs de mécontentement à la veille de la rentrée universitaire. Je le disais, il y a aussi les craintes liées aux réformes du Code du travail, à ces ordonnances. C'est un projet, disent les jeunes, qui va nous affecter en premier. Que répondez-vous ? Mais ça va effectivement les affecter en premier, mais positivement en fait. Moi, je me souviens quand j'étais certainement à la place de mademoiselle Rofast, quand j'étais étudiant, je me suis opposé notamment au contrat première embauche, ce contrat pour les jeunes qui visait, CPE. Voilà, le fameux CPE qui visait à abaisser le droit du travail pour les jeunes pour qu'ils puissent être mieux intégrés dans les entreprises. Et à l'époque, ça a été grandement rejeté par la population française et ils avaient raison. Et donc, avec cette réforme du Code du travail, c'est tout à fait autre chose. C'est adapter les règles du travail au plus proche de la réalité des entreprises. Par exemple, faire en sorte qu'on puisse avoir des négociations plus dans les branches, également dans les entreprises, et toujours avec une concertation, soit avec les syndicats quand ils sont présents, et quand ils ne sont pas présents dans les toutes petites structures, avec les salariés. Mais simplement pour pouvoir négocier des choses assez simples et des choses qui peuvent également être intéressantes pour les salariés. Par exemple, moi j'étais salarié dans une petite entreprise de 10 personnes pendant un peu moins de 2 ans, mais je peux vous dire qu'on avait des revendications sociales, salariales, par rapport à la mise en place de tickets restaurants, ce genre de choses. Et il n'y avait pas de délégué syndical, puisque ce n'était pas une obligation. Et du coup, il fallait bien qu'on ait une discussion entre les salariés et puis le patron. Et avec cette réforme du Code du travail, ce sera possible pour mettre en place des éléments sociaux qui intéressent les Français. Et sur le public de la jeunesse, on sait qu'il y a un taux de chômage sur les jeunes qui est extrêmement important. Et avec cette réforme du Code du travail, on vise justement à faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'entreprises qui aient envie d'embaucher et que ça crée une dynamique et dont les jeunes seront les premiers à bénéficier. Oui. François Watin, on est à la veille de la rentrée universitaire. Comment vous sentez les étudiants ? Ils sont dans quel état d'esprit ? On a exposé sur ce plateau les annonces vécues négativement justement par les jeunes. Je voudrais peut-être essayer de prendre les choses un peu globalement. Par rapport à ce que disait mademoiselle tout à l'heure, je crois qu'effectivement, pour rendre possible l'accès à l'université à tous ceux qui désirent faire des études universitaires, il faut arrêter de faire s'y inscrire une population qui n'a pas envie de faire des études universitaires. C'est ça le paradoxe dans lequel nous nous trouvons. Et pour y parvenir, eh bien, il faut effectivement réfléchir à une politique globale de la jeunesse. On revient à cette question du chômage qui a été évoquée tout à l'heure. On dit qu'il y a un taux de chômage élevé des jeunes. C'est une approche qui est un peu partiale, parce que par définition, si vous voulez, quand vous calculez le taux de chômage, vous le calculez sur la population active, donc vous avez retiré la population qui est dans un dispositif de formation.
Donc forcément, vous vous trouvez avec la jeunesse, avec un taux de chômage plus élevé, parce qu'en fait, il faut raisonner sur 3 populations, ceux qui sont en formation, ceux qui ont un emploi et ceux qui sont au chômage. Et pour moi, la difficulté, c'est qu'on traite séparément 2 questions. D'un côté, effectivement, ces problèmes de marché du travail des jeunes, et de l'autre côté, les questions éducatives, comme si c'était sans rapport. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a un problème de transition à l'âge adulte. Hein. On est passé d'une société où la majorité civile était à 21 ans et la majorité professionnelle à 16 ans, une société où la majorité civile est à 18 ans et la majorité professionnelle à 22, 23, 24 ans. Bon. Et on n'a pas réussi à traiter ça. Donc pour moi, un des enjeux fondamentaux, c'est de traiter ça. Et ça suppose d'arrêter de considérer, notamment pour l'université, que ce serait le lieu qui serait censé traiter ça pour tous ceux pour qui il n'y aurait pas une autre solution. Il faut réfléchir à une politique de la jeunesse qui articule l'ensemble des engagements, que ce soit des études, que ce soit du travail salarié, que ce soit des engagements associatifs, mettre en place une protection sociale généralisée de la jeunesse. Et vous pensez qu'Emmanuel Macron est dans cet état d'esprit, François Vatin? Moi, je ne suis pas Emmanuel Macron. Oui, mais est-ce que vous pouvez voir dans je parle comme sociologue, je parle comme sociologue, comme acteur engagé dans le débat public, en essayant de dire vers où sont les solutions. C'est-à-dire qu'il faut en tout cas arrêter de considérer l'université comme une solution, je dirais, statistique pour masquer le chômage des jeunes. Ça ne sert à rien, ça crée beaucoup de frustration. Hein. Il faut vraiment comprendre, on le dit maintenant, on ne le disait pas auparavant, on voit maintenant des gens qui vous disent explicitement, effectivement, j'ai été inscrit là alors que je ne voulais absolument pas y aller. Donc ce n'est pas une solution, c'est-à-dire qu'on est dans une logique qui consiste à inscrire les gens pour qu'ils aient, je dirais, le statut social d'étudiant et sans réfléchir effectivement à ce qu'ils veulent faire. C'est ça le monstre APB. Peut-être vous avez envie de répondre à François Vatin. Effectivement, il ne faut pas déconnecter les questions éducatives et les questions d'insertion sur le marché du travail, puisque c'est très clair. Plus on a un haut niveau de diplôme, plus on a une insertion professionnelle qui est sécurisante et une évolution de carrière satisfaisante. Donc évidemment, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait davantage de moyens mis dans les universités pour permettre au plus grand nombre de réussir dans de bonnes conditions, d'avoir un diplôme de qualité pour derrière s'insérer sur le marché du travail facilement. Et ce qui nous pose problème dans les ordonnances proposées par Emmanuel Macron, c'est qu'effectivement, là, on est face à un projet qui va diminuer les droits de tous les salariés, pas simplement les jeunes, de tous les salariés. Par contre, les jeunes seront en première ligne face à ça. Les jeunes seront en première ligne face à cette situation, car dès à présent, ils sont les premiers à être bizutés durant leur orientation professionnelle. Ils enchaînent les périodes de CDD, les périodes de chômage, les périodes d'intérim. Maintenant, ils vont enchaîner les fameux CDI de chantier jusqu'à obtenir enfin un emploi stable à peu près à l'âge de 27 ans. C'est très long d'attendre l'âge de 27 ans pour avoir un emploi stable et pour pouvoir se poser dans sa vie, avoir davantage de facilité pour obtenir un logement, pour se lancer sur des bons rails, etc. Donc évidemment, la situation, elle nous préoccupe sur le volet de l'université, puisque là, on a des craintes qu'on ait un gouvernement qui finalement limite l'accès à l'enseignement supérieur en règle générale pour les jeunes, et sur le volet de l'insertion professionnelle, où ce projet d'ordonnance, finalement, souhaite nous précariser à vie quelque part. Alors, François Vatin, rapidement. Très rapidement, simplement, ce que vous dites sur le fait que plus on a un niveau de diplôme élevé et plus on est bien placé sur le marché du travail, c'est vrai pour une personne, toute chose égale par ailleurs, comme le disent les économistes. C'est pas vrai pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas parce que on pousse tout le monde au niveau bac, au niveau licence, au niveau master, qu'on résout le problème pour tout le monde. Quand j'ai commencé ma carrière, on nous expliquait, le problème, c'était les jeunes qui sortaient sans le CAP, au niveau 6 et 5 bis. Dès qu'ils avaient le CAP, la question était réglée. Puis ensuite, on est passé à 80% d'une classe d'âge au bac. Maintenant, on nous parle de 50% d'une classe d'âge à la licence. Donc il faut faire très attention dans l'argument. C'est-à-dire que c'est vrai pour un individu, toute chose égale par ailleurs. C'est pas la solution collective, il faut... Damien Adam, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on entende... Individuellement, bien sûr. Non, pas individuellement. Avec des études courtes, on a une insertion aussi rapide que si on a un master. Pauline Rofast, on va laisser la parole à Damien Adam aussi. Simplement un petit mot. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que d'avoir un baccalauréat, quand 20% d'une classe d'âge a un baccalauréat, ça n'a pas le même sens que d'avoir un baccalauréat quand 60% d'une classe d'âge a un baccalauréat. Mais la qualité d'un diplôme, c'est pas dans le nombre de personnes qui en bénéficient. Aujourd'hui, on a le sentiment quand même que beaucoup d'ingrédients sont réunis pour une situation. Il y a un élément qui a pris en considération qui permettra certainement de faire du consensus entre vous deux, c'est que par exemple, effectivement, avoir un diplôme, c'est généralement un vecteur d'absence de chômage. Les gens qui sont au niveau master ont un taux de chômage qui est bien inférieur aux gens qui sont à un niveau bac ou à un niveau CAP. Par contre, il y a aussi des métiers, par exemple dans l'apprentissage, dans la charcuterie, dans la boulangerie, même maintenant dans la coiffure,
candidatures, il y a des demandes d'emploi, il y a des CFA qui n'arrivent pas à remplir leurs effectifs, et derrière, il y a de l'emploi. Il y a plus de 60% des apprentis qui sortent du système scolaire avec un emploi à la clé directement. Ensuite, vous parlez des ordonnances, comme quoi ce serait du droit du travail en moins pour les salariés. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, et vous citez un seul exemple, c'est le CDI de chantier. Je rappelle, écoutez, allez-y sur le CDI de chantier. Vous en avez cité qu'un. Sur le CDI de chantier, il y a un point qui est à prendre en considération, c'est que il ne sera possible que s'il y a un accord de branche dans la branche qui le décide. Et du coup, les syndicats vont décider s'ils accordent l'autorisation de créer un accord de branche, par exemple, un CDI de chantier dans la branche. Et du coup, ce n'est pas du tout des droits de travail en moins, d'autant plus que le CDI de chantier, c'est en gros les avantages du CDI et tous les droits du CDI, avec un contrat qui est à durée illimitée, mais qui est lié à un chantier. Parce que quand vous avez un exercice, par exemple, une entreprise à mettre en place un plan de numérisation de ses documents, ils ne savent pas exactement combien de temps ça va leur prendre, mais ils savent pertinemment qu'ils ne vont pas pouvoir garder cette personne-là toute leur vie dans l'entreprise. Et du coup, c'est un chantier qui va prendre 10-15 ans, mais durant ces 10-15 ans, la personne aura un CDI, et auprès des banques, Damien Adam, je voudrais vous entendre pour conclure aussi, parce qu'on arrive bientôt au terme de ce débat. On a le sentiment quand même aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'ingrédients qui sont réunis, que la situation semble un peu explosive à la veille de la rentrée universitaire. Ça a été rappelé, cette question de la sélection à l'entrée à l'université, le logiciel APB, la baisse de 5 € des APL, et maintenant ces mobilisations contre la loi travail. Comment l'exécutif perçoit-il tous ces mouvements? Alors, il y a différents sujets. Il y a un réel sujets. danger pour l'exécutif? Il n'y a pas de réel danger plus que ça, si vous voulez. Effectivement, La jeunesse dans la rue, c'est jamais bon pour un Quand on met en gouvernement. place des réformes et des transformations profondes d'un système politique qui n'a pas bougé depuis une trentaine d'années, on revient à l'histoire des feignants, parce que ça fait 30 ans qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui se bougent dans ce pays au niveau politique. On annonce des réformes et on accouche de souris. Donc effectivement, quand on met en place des réformes importantes sur l'assurance chômage, sur le droit du travail, sur l'apprentissage, sur la formation, sur les études supérieures, effectivement, ça crée quelques tensions, mais c'est à nous, effectivement, parlementaires, gouvernement, président de la République, d'expliquer la logique des réformes. Et en plus, on le fait avec un budget qui est évidemment contraint, sur lequel on doit prioriser, et on en revient à la logique des APL, qui, pour le rappel, quand même, a été votée et mise en place par le gouvernement précédent de François Hollande, et nous avons décidé de l'assumer, sachant que c'est une phase préliminaire à une transformation beaucoup plus globale des aides au logement, pour faire en sorte que les APL, qui coûtent extrêmement cher au pays sans que ce soit efficace pour les loyers, puissent véritablement changer et qu'on puisse loger plus efficacement Merci. les Merci étudiants. beaucoup Damien Adam, merci à vous François Vatin, merci Pauline Rofast. On va venir à présent à notre page, à notre série consacrée à la campagne des élections sénatoriales vue du terrain, avec le cas de la droite parisienne. Elle part en ordre dispersé, ce qui pourrait lui coûter un certain nombre de sièges. Reportage Jérôme Rabier. C'est une tradition dont la droite parisienne se passerait bien, mais une fois encore, elle partira divisée dans le département capital. Il y a d'abord la liste officiellement investie par les Républicains, menée par Pierre Charon. Pierre Charon, élu en 2011 sur une liste dissidente. Alors cette année, il a le parti avec lui et impossible de rater l'information, avec le siège de la rue de Vaugirard sur ses photos de campagne. Sur sa liste figure un autre sarkozyste historique, l'ancien directeur de la police nationale Frédéric Pechnard, qui tentera d'être élu en 3e position. Je suis très heureux d'être sur la liste officielle des Républicains, c'est ce que je souhaitais. Et je suis très heureux d'être sur la liste de Pierre Charon, qui est un sénateur de qualité et qui est depuis 30 ans un de mes amis. Donc je suis doublement content de cette place et de cette position sur cette liste. Dans un parti divisé, Pierre Charon tente de rassembler avec une liste pas uniquement sarkozyste. Paris n'est pas le petit canard boiteux, puisque dans tous les départements, il y a des dissidences. Il y a eu un effet Macron qui est arrivé, on a perdu la moitié de nos députés. Là maintenant, le thème, c'est de garder le Sénat. Donc pour garder le Sénat, on ne peut plus s'amuser à jouer perso. Il faut jouer groupé, c'est ce que j'essaie de faire avec cette liste, composée de 14 personnes issues de toutes les familles de la primaire. Face à lui, Pierre Charon trouvera une figure bien connue de la droite sénatoriale, puisque Philippe Dominati, élu en dissident en 2004 puis sur la liste officielle en 2011, souhaite repartir pour un 3e mandat. Dans une droite qui tente de se reconstruire, on sent que les grands électeurs veulent savoir où se trouve le sénateur sortant. Est-ce qu'il y a une question? Quelle est la position, si on vous la pose, pour la présidence? Pour la présidence du parti? Du parti. Écoute, là pour moi c'est prématuré. Moi je ne suis pas tellement un homme de parti, tu le sais très bien, la preuve, puisque généralement je m'en affranchis. Quasiment assuré d'obtenir un siège, il tentera d'en emporter un 2e pour envoyer un signal aux instances nationales. Ce serait vraiment le signal de la volonté des élus parisiens
de la droite et du centre de marquer leur appartenance à un projet qui est un projet parisien, parce qu'ils en ont assez de la mainmise d'un certain nombre de partis politiques qui considèrent que Paris c'est une sorte de réserve indienne où on va parachuter ou reclasser quelqu'un de l'appareil parce qu'il a rendu des services ou ceci ou cela. Mais l'objectif est élevé, d'autant qu'une troisième liste issue des rangs LR est dans la course. Accompagnée du maire du 1er arrondissement, Jean-François Le Garret, Catherine Dumas est venue comme promis déposer sa liste en préfecture. Et oui, aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est une étape dans notre campagne. Et puis après, il y aura encore 15 jours de travail acharné pour gagner. Sénatrice de 2007 à 2011, elle avait raté d'un cheveu sa réélection il y a 6 ans. La faute en partie à la dissidence de Pierre Charon. Depuis cet échec, elle n'a pas lâché ses thèmes de prédilection que sont les métiers d'art et du luxe et s'appuie sur ces dossiers pour tenter de ravir des sièges à la Haute Assemblée. Aujourd'hui, je considère que je suis légitime et que ma légitimité, elle est basée non pas sur une commission d'investiture, mais sur mes compétences et sur mon travail. La bataille fait donc rage à droite avec 3 listes menées par des élus ayant déjà une expérience au Palais du Luxembourg. D'autant qu'il faudra encore une fois compter sur la liste centriste menée par Yves Pozzo di Borgo. Élu depuis 2004, il devra pour cette fois faire sans les voix du Modem partir rejoindre La République En Marche. Et mes amis du Modem qui étaient avec moi au Sénat d'ailleurs, puisque nous avons un groupe commun, qui était également au groupe du Conseil de Paris, ont préféré choisir leur propre stratégie. Je ne peux pas leur en vouloir parce qu'aux dernières présidentielles, il s'est passé des choses, des changements importants, et donc chacun a choisi sa logique politique. Et pour s'en sortir, il convient défendre la refonte du Grand Paris, un dossier sur lequel il est très engagé. On ne peut pas continuer à avoir dans l'Île-de-France des villes, des établissements publics, une métropole. C'est trop, c'est pas possible, des départements. Il faudra bien qu'on ait le courage, si vous voulez, de refaire une architecture de l'Île-de-France dans la logique du Grand Paris. Ça, pour moi, c'est quelque chose de prioritaire. Arrêter l'émiettement des responsabilités, une devise qui pourrait s'appliquer au centre droit et à la droite parisienne dans sa diversité. Les résultats du 24 septembre diront si la stratégie du chacun pour soi a été payante ou non. Et pour être tout à fait complet sur ces élections sénatoriales à Paris, on voit le nom des autres têtes de liste qui s'affichent sur vos écrans. Jérôme Rabier m'a rejoint sur ce plateau. Jérôme, on vient de le voir dans votre reportage, la droite parisienne est donc très divisée. Et pourtant, ce n'est pas une nouveauté. Non, effectivement, c'était déjà le cas en 2014 avec Philippe Dominati dans le rôle du dissident. Et en 2011, Pierre Charon en dissident. On reprend les mêmes et on recommence dans des rôles inversés puisque c'est Pierre Charon, comme on l'a vu dans le reportage, qui a l'étiquette officielle des Républicains. On pourrait presque parler de pathologie pour la droite parisienne puisque les divisions, elles ne se comptent plus à l'hôtel de ville, aux élections législatives. Dernier épisode en date, le départ de Nathalie Kosciusko-Morizet du groupe Les Républicains à la mairie de Paris. Elle dirigeait le groupe Les Républicains. Elle a rejoint un groupe dissident. Pour quelle raison ? Pour, selon des propos rapportés par son entourage, ne plus être assise à côté des barons parisiens qui ont tout fait pour la faire perdre. Ambiance. Autre exemple de ces échanges tendus entre élus de droite à Paris, les sorties répétées de Claude Goesgen, le député Les Républicains de Paris. Il a publié pendant l'été une série de billets sur son blog où il dit tout le mal qu'il pense de la désignation de Pierre Charon sur la liste officielle. Il ne correspond pas à ce que nous souhaitons pour l'image de notre parti. Absence d'intervention dans les débats, présence permanente dans les intrigues. Nous n'avons pas besoin d'un écotier pour nous représenter au Sénat. Fin de citation. Et encore une fois, bonjour pour l'ambiance. Alors dans ce contexte, le parti a tout de même tenu à rappeler qu'il fallait respecter les candidats désignés. Mais contrairement à 2011, il n'a pas été question d'exclure ceux qui mènent des listes dissidentes. Alors, quels sont les espoirs de la droite dans ce contexte pour les sénatoriales à Paris ? Alors, quand on ajoute le siège du centriste Yves Pozzo di Borgo et celui de Chantal Jouanneau qui a rejoint le groupe centriste après son élection, la droite détient 4 sièges sur les 12 élus parisiens au Palais du Luxembourg. Après les municipales de 2014, la droite avait progressé sans l'emporter. On pouvait légitimement penser que la droite obtiendrait 5 sièges, ça c'était acquis, et même rêver d'un 6e siège. Ce ne sera pas si simple avec toutes ces divisions, malgré les divisions qui existent aussi à gauche cette année. Oui, d'autant que le mode de scrutin à Paris est un peu différent de ce qui se passe dans les autres départements. Oui, parce que Paris est la seule commune du département et il a fallu, comme dans toutes les villes de plus de 30 000 habitants, désigner des grands électeurs délégués le 30 juin dernier, des électeurs supplémentaires. Ces grands électeurs, ils sont
proposés par les conseillers de Paris, donc qui désignent plutôt des gens qui leur sont favorables. La différence, c'est qu'à Paris, leur poids est beaucoup plus important que dans les autres départements où ils sont toujours minoritaires, parce qu'à Paris, leur poids, c'est 2738 délégués supplémentaires sur les 2979 grands électeurs, soit plus de 92% du corps électoral appelé à se déplacer le 24 septembre prochain. Merci beaucoup, Jérôme, pour toutes ces précisions. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, on va plus loin, présenté par Rebecca Fitoussi. Très bonne soirée et à demain.